Bonjour et bienvenue donc à ce cours des Olympiades internationales de la chimie sur les alcènes. L'objectif encore une fois n'est pas de faire donc de manière exhaustive toutes les réactions, de voir toutes les réactions donc impliquant des alcènes, mais de parler un petit peu de leur réactivité pour avoir les bases nécessaires pour pouvoir s'en sortir donc lorsque l'on voit un alcène dans une synthèse, dans un sujet en chimie. Alors un alcène, c'est quoi? C'est une double liaison carbone-carbone. On va voir ça de manière très simple. Déjà, cette double liaison carbone-carbone, la VSEPR nous dit que les angles entre la liaison simple et la liaison double font environ 120 degrés, tout comme les angles entre les deux liaisons simples. On dit environ 120 degrés, vous savez que les angles ne vont pas faire exactement 120 degrés puisqu'une double liaison prendra plus de place. Qu'importe, c'est en tout cas une géométrie qui est plane, et ça c'est très important, géométrie plane autour de ces deux atomes, et avec des angles de environ 120 degrés. La liaison double fait 134 picomètres, alors qu'une liaison simple carbone-carbone fait plutôt 154 picomètres. Normalement, liaison double plus forte, plus courte. Les alcènes sont eux aussi très présents dans la nature, à l'image du lycopène, molécule présente dans les tomates et qui est responsable de leur couleur rouge. Le bon jus de tomate. Et du bêta-carotène, qui est lui responsable de la jolie couleur orange des carottes. Mais qu'est-ce qu'elle fait là, elle? D'un point de vue réactivité, déjà les alcènes sont de bons nucléophiles. Une liaison double, c'est quoi? Une liaison double, c'est une liaison simple auquel on a rajouté deux autres électrons. On a donc 4 électrons ici, 4 électrons, gros réservoir d'électrons. On peut voir donc un alcène comme une réserve d'électrons prêt à partir, donc une réactivité nucléophile de la part de cette double liaison. Pourtant, on a une réactivité électrophile également. Et oui, car si maintenant un des deux atomes de carbone utilise ces électrons pour faire une liaison, l'autre atome de carbone va les perdre et obtenir une charge positive. Double réactivité nucléophile et électrophile pour cette même double liaison carbone-carbone. Premier type de réaction que l'on va voir, c'est l'hydrohalogénation et l'hydratation d'alcène. D'abord l'hydrohalogénation. Hydrohalogénation, halogénation, halogène, hydro, sans doute un H qui va venir également. On regarde le bilan. Il s'agit donc de mettre HBr sur une double liaison à 25 degrés dans l'obscurité et d'obtenir donc ce dérivé halogéné, cet halogénoalcane. Donc on voit bien que l'hydrogène et le brome se sont placés ici sur les deux atomes de carbone. Le mécanisme maintenant, c'est le suivant. L'alcène va donc réagir en tant que nucléophile pour faire une attaque nucléophile sur un atome d'hydrogène. La liaison brome-hydrogène va se rompre, le brome étant plus électronégatif, il va récupérer les deux électrons de la liaison. On obtient donc l'ion bromure tout seul, et ici donc un carbocation sur un des atomes de carbone, une charge plus, et sur l'autre atome de carbone, la liaison avec l'hydrogène. Une fois qu'on a donc un ion bromure très nucléophile et une lacune électronique, une charge plus sur un carbone très électrophile, on a attaque d'un nucléophile sur un électrophile pour former l'halogénoalcane. Un peu de discussion maintenant, on a une régiosélectivité dite Markov-Nikov. Qu'est-ce que la régiosélectivité? On va regarder. Déjà dans le bilan, deux carbones, l'un des deux va avoir un brome, l'autre va avoir l'hydrogène. Question, où est-ce que je mets le brome, où est-ce que je mets l'hydrogène? Est-ce que je mets le brome à gauche, est-ce que je mets le brome à droite? C'est le mécanisme qui va nous l'expliquer. En effet, lors de la première étape, on forme un carbocation intermédiaire, eh bien il va falloir qu'on forme le carbocation le plus stable. Si on avait mis ici la charge plus et l'hydrogène sur ce carbone-là, on aurait obtenu un carbocation primaire, pas très stable, alors qu'ici on a un carbocation qui est donc secondaire et qui est beaucoup plus stable qu'un carbocation primaire. Carbocation secondaire plus stable, donc c'est cette régiosélectivité qu'on va voir. Une fois qu'on a fixé la charge plus, le brome attaque sur le plus et on obtient donc ce régioisomère. L'attaque est non stéréosélective, c'est-à-dire qu'ici on obtient un carbone asymétrique, oui, mais dans la mesure où le brome attaque un carbocation qui est plan, carbocation plan, il peut attaquer d'un côté du plan ou de l'autre côté du plan de manière équiprobable. Donc ici on a un seul carbone asymétrique, a priori on aurait 50% de l'énantiomère R, 50% de l'énantiomère S à la fin. L'étape cinétiquement déterminante est la première étape, c'est celle-ci qui est difficile à faire. En effet, on a deux molécules,
plutôt stables, qui vont devoir réagir pour former ici un carbocation, donc déjà moins stable que la molécule de départ, et un ion bromure, donc pas très stable non plus. C'est l'étape qui est difficile à faire. Une fois qu'on a fait celle-là, voilà, on a un nucléophile qui attaque un bon électrophile pour former une molécule neutre, non chargée. Très facile à faire. Ça marche mieux avec HI, HBr, HCl, HF, ça commence à être un petit peu difficile. Deuxième réaction, c'est l'hydratation. C'est quasiment la même chose, mais au lieu de rajouter H et Br, on rajoute H et OH, à savoir donc une molécule d'eau. Pour faire cette réaction, on a donc besoin d'une molécule d'eau et on se passera en milieu acide, donc par exemple milieu acide sulfurique à 10% dans l'eau. Le mécanisme est le suivant. La double liaison réserve d'électrons, c'est un nucléophile qui va donc attaquer H+, donc généré par exemple par l'acide sulfurique dans notre exemple. Une fois qu'on a cela, donc, un des deux carbones de la double liaison récupère l'hydrogène, l'autre carbone de la double liaison va avoir donc une lacune électronique et une charge plus. Pas oublier que on est dans l'eau. H2SO4 à 10% dans l'eau. On a donc une molécule d'eau qui va pouvoir venir attaquer. L'oxygène étant nucléophile, on a un carbone électrophile, attaque d'un nucléophile sur un électrophile. On obtient donc cette molécule chargée avec un hydrogène ici sur l'oxygène, une charge plus sur l'oxygène. L'oxygène, il n'aime pas avoir une charge plus, il va perdre son hydrogène, récupérer le doublé, et on obtient donc la molécule finale, cet alcool, avec H+, qui est régénéré. H+, est donc bien un catalyseur, on l'utilise au départ, on le régénère à la fin. Les mêmes interprétations s'offrent alors la régiosélectivité dite Markovnikov. On passe par le carbocation, le plus stable. En effet, ici encore une fois, deux carbones, l'un des deux va récupérer le H, l'autre va avoir un plus. Lequel récupère le H, lequel va avoir le plus. Si on avait eu le carbocation ici, sur le carbone de gauche, on aurait eu un carbocation secondaire. Or, en le plaçant ici, on a un carbocation tertiaire. Le carbocation tertiaire étant plus stable que le carbocation secondaire, eh bien, c'est donc cette formule que l'on va avoir avec la charge plus sur le carbone de droite. Ce qui fait qu'ensuite, quand l'oxygène va attaquer, l'oxygène nucléophile attaque le carbone électrophile de droite, on va obtenir cette molécule et donc ce régioisomère et non celui où le OH aurait été à gauche. Encore une fois, on passe ici par un intermédiaire carbocation plan, donc la réaction est non stéréosélective. L'attaque de l'oxygène peut se faire d'un côté ou de l'autre du plan de manière équiprobable. Donc en obtenant un carbone asymétrique qui est juste ici, on aurait 50% de l'énantiomère R, 50% de l'énantiomère S. On a ici besoin d'un catalyseur pour augmenter l'électrophilie de l'alcène. En effet, ici on a besoin que l'oxygène de l'eau vienne attaquer un carbone de l'alcène. Or, ici, sans catalyse, pas de charge, le caractère électrophile de cette alcène n'est pas suffisant. L'oxygène ne peut pas attaquer directement l'alcène. Par contre, avec un catalyseur H+, là, on forme d'abord un carbocation avec une charge plus et une lacune électronique sur l'atome de carbone, et donc là, on a formé un bon électrophile. La première étape de catalyse est donc une activation électrophile. On a augmenté l'électrophilie de la molécule de départ, de l'alcène de départ. La réaction est équilibrée, c'est-à-dire que la réaction inverse existe aussi. On peut partir de ce composé et obtenir ceci. C'est ce qu'on appelle une élimination de type E1. Deuxième réaction, l'hydrogénation en catalyse hétérogène. Hétérogène parce qu'on aura deux phases, le catalyseur étant un solide et l'hydrogénation aura lieu donc en phase liquide. Le bilan est le suivant. Un alcène avec du dihydrogène, pression standard 25 degrés, avec un catalyseur, classiquement palladium, platine ou nickel. On fait barboter du dihydrogène donc dans la solution contenant l'alcène et on obtient donc un alcane. Interprétation, on a une stéréosélectivité et stéréospécificité. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? On a ici des configurations qui vont être particulières et qui vont être forcées par la réaction. Le mécanisme n'est pas à connaître. Par contre, les deux atomes d'hydrogène du dihydrogène vont venir du même côté de l'alcène. C'est-à-dire que si on obtient cette configuration, donc avec ici le groupement éthyle et le groupement méthyle qui viennent vers nous, les deux hydrogènes vont venir dans le plan. On n'aurait pas pu avoir donc un hydrogène qui vient par au-dessus, un hydrogène qui vient par en dessous. On sait que l'alcène est plan, géométrie plane. Les deux hydrogènes vont venir d'un côté ou de l'autre, mais on peut pas en avoir un qui vient d'un côté et un qui vient de l'autre côté. Les deux doivent venir du même côté. Et ça génère une certaine stéréospécificité, car c'est en fait la configuration Z ou E de départ qui va induire la configuration des carbones asymétriques éventuellement formés par la suite.
La configuration de départ induit la configuration à l'arrivée. C'est donc de la stéréospécificité. On a besoin d'un catalyseur sans palladium, platine ou nickel. Cette réaction n'a pas lieu. Troisième partie, l'oxydation en époxyde par action d'un peracide et ouverture de l'époxyde. Un peracide, c'est ce composé. C'est un peu comme un acide carboxylique. Seulement, au lieu d'avoir COOH, on a COOH, un oxygène en plus qui s'est intercalé entre le carbone et le OH. Ici, il s'agit du métachloroperoxybenzoïque acide qui est le peracide ou le peroxyacide le plus couramment rencontré. Alors pour cette réaction, le bilan. Un alcène, un peracide, un solvant, une certaine température, on obtient un époxyde. Et éventuellement, si on est en milieu basique, ouverture de l'époxyde pour former un diol. Diol parce que deux fonctions alcool. Le mécanisme n'est pas à connaître. Il faut juste savoir que un alcène avec un peracide donne un époxyde. Par contre, cet époxyde ici peut s'ouvrir en milieu basique et ce mécanisme est à connaître. Comment ça marche? L'époxyde, oxygène nucléophile, très électronégatif, deux atomes de carbone reliés à l'oxygène, donc deux atomes de carbone delta+, électrophile. L'ion hydroxyde, lui, très nucléophile par l'atome d'oxygène, va pouvoir attaquer un des deux atomes de carbone. Il attaque. Et lorsqu'il attaque, pour éviter donc que ce carbone ait 5 voisins, la liaison carbone-oxygène va se rompre et l'oxygène donc va récupérer son doublé et obtenir une charge négative. On obtient donc cette molécule. Par contre, on a encore un ion. On est en présence d'eau, toujours, hein, CHO- aqueux. Donc l'oxygène ici chargé négativement va pouvoir attaquer ici l'hydrogène et on va régénérer donc un ion hydroxyde. Encore une fois, ce n'est qu'un catalyseur, il est consommé ici, mais il est régénéré à la fin. Et on obtient bien donc un diol. Voilà, important à voir ici, réaction acido-basique comme dans le cours sur les alcools. Ici, on a un alcoolate, pK d'environ 16, qui va pouvoir attaquer l'eau avec un pK d'environ 14. Interprétation, là encore, on a de la stéréosélectivité et stéréospécificité. Pourquoi? Parce que lors de cette réaction, la formation de l'époxyde, l'oxygène va venir se mettre d'un côté et se lier aux deux atomes de carbone de l'alcène. L'oxygène va forcément venir du même côté de ces deux atomes de carbone. Pour pouvoir faire un triangle, il faut bien que l'oxygène soit, par exemple ici, par rapport au carbone, deux liaisons vers le haut. On n'aurait pas pu avoir une liaison vers le haut et une vers le bas pour relier par un atome d'oxygène. L'ouverture en milieu basique, on a dit, ici on a bien deux atomes de carbone qui sont reliés à l'atome d'oxygène. Pourquoi est-ce que l'ion hydroxyde attaque le carbone de droite et pas le carbone de gauche? Là, on va pas se compliquer la vie. Lui, il a envie d'attaquer. Ici, il y a un seul groupement, ici, il y a deux groupements. Donc là, il y a plus de place. Bon, c'est plus facile d'attaquer là où il y a le plus de place. Lui, il vient se mettre là où il y a le plus de place, donc là où c'est le moins encombré. Dernière partie, la coupure oxydant de Lemieux-Johnson. Le bilan est le suivant. Un alcène, du tétraoxyde d'osmium, OSO4, de quantité catalytique, avec du périodate de sodium, NaIO4, qui vont donner donc aldéhyde ou cétone. Ça va dépendre de l'alcène de départ. Le mécanisme global, on va pas le voir, on va voir un mécanisme simplifié. Il s'agit d'un cycle catalytique assez grand. OSO4 est un oxydant tétraoxyde d'osmium qui va réagir avec l'alcène de départ pour former ce composé. Donc l'osmium ici au degré d'oxydation plus 8, ici il va devenir au degré d'oxydation plus 6, il va oxyder, d'où le nom de coupure oxydante, il va oxyder l'alcène. On obtient donc ce composé qui va réagir avec IO4-, qui est ce qu'on appelle un co-oxydant. Pourquoi co-oxydant? C'est un autre oxydant qui est utilisé. Lui, par contre, en quantité stoichiométrique. Et lui va réagir donc avec ce composé à base d'osmium pour donner un diol et l'ion IO3-. Au passage, lorsque le co-oxydant vient oxyder ce composé-là, toute la partie avec l'osmium va être régénérée pour régénérer OSO4. Et on récupère l'oxydant. C'est pourquoi on peut l'utiliser en quantité catalytique. Enfin, la dernière étape, une fois qu'on a le diol IO4-, l'ion périodate, il faut savoir qu'il a la propriété de casser les diols dits vicinaux. Un diol vicinal est un diol, donc diol, deux alcools, où les deux alcools sont portés donc par des carbones voisins. Donc l'ion IO4- permet de casser ces diols vicinaux et former donc deux doubles liaisons carbone-oxygène. Ici on casse
Étant donné la partie de droite, on va obtenir une cétone. Étant donné ici ce qu'on avait au départ à gauche, on va obtenir un aldéhyde. D'un point de vue interprétation, on a une réaction qui est dite chimiosélective. Elle oxyde uniquement les alcènes en aldéhyde et en cétone. Elle ne touchera pas aux alcools et elle n'oxyde pas en acide carboxylique. IO4- peut couper ici les diols, mais ne touchera pas aux alcools. Il oxyde donc uniquement les alcènes ou ici donc les diols. Et ça oxyde en aldéhyde ou en cétone, mais jamais en acide carboxylique, contrairement à ce que l'on avait pu voir avec les alcools. Voilà, c'est tout pour le cours sur les alcènes. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour un prochain cours.